L'chaim, l'chaim, un joyeux Hanouka. À la demande du rabbi de faire un Farbringen tous les jours de Hanouka. Dans ces Farbringen, dire des mots, des paroles de Torah, de la partie dévoilée de la Torah, de la partie cachée de la Torah, et de prendre des résolutions dans toutes les bonnes choses de Torah et mitzvot, et dans ces Farbringen, de faire des pirsum et nissa, de diffuser le miracle, que ce soit le miracle de Hanouka, mais aussi des miracles personnels. Car on sait que Dieu a voulu que Chizkia, le roi Chizkia va être Mashiach, mais les accusateurs ont dit, comment est-il possible une telle chose? Chizkia, tu l'as sauvé du roi Sancheriv. Chizkia, tu l'as guéri. Il n'a pas fait de shira, il n'a pas fait de louange, il t'a pas remercié comme il faut. Eh bien, lui, tu veux le faire Mashiach. D'où l'importance de remercier à Dieu pour tous les miracles qu'il nous fait. Et par cela, s'empresse la venue de Mashiach. Et quand on parle de miracles, il ne s'agit pas juste des miracles qui sont extraordinaires, énormes. Mais chacun de nous a des miracles dans la vie de tous les jours. Et à nous d'ouvrir les yeux, de retrouver ces miracles dans la vie de tous les jours. Alors aujourd'hui, j'aimerais raconter comment, grâce au conseil du rabbi, je me suis marié, Baruch Hashem, avec la femme qui était destinée, la bonne, grâce à Dieu, les Or Echiam Veshanim Tovot, pour de longues années. Tout d'abord, dire ce qu'on appelle en hébreu Alder Chatzachut, ce n'est pas quelque chose qui apprend au pied de la lettre, c'est uniquement c'est moi qui le dis. Et donc, premièrement, quand on dit quelque chose, c'est pas obligé d'être vrai, c'est pas obligé que ça tient la route d'après la Torah, mais vous savez, on doit tout lier les choses avec Mashiach. Alors les jeunes aujourd'hui, on voit souvent qu'ils ont beaucoup plus de mal à se marier qu'à l'époque. C'est pas juste comme on dit tout, à l'époque. C'est différent aujourd'hui. Ils attendent, ils sont très hésitants, surtout qu'ils ont vu comme si c'est comme ça là-bas, etc. Alors il y a plein de raisons en effet. Mais comme il faut tout relier avec Mashiach, j'ai l'habitude de dire, encore une fois, comme on est dans un fabring, une réunion chassidique, on peut se permettre de dire des sentiments ou des idées. Qu'à l'époque, lorsque les gens se mariaient, quelqu'un il vit 70 ans, 80 ans, comme ça c'était à l'époque. Le roi David dit dans les psaumes, 70 ans, 80. Mais lorsque quelqu'un se marie, donc il se marie à 20 ans, il va se marier pour 50 ans, pour 60 ans. Aujourd'hui, vu que Mashiach va venir, tout le monde aura une vie éternelle. Alors, une vie éternelle, quand quelqu'un il va vivre avec quelqu'un d'autre éternellement, alors à ce moment-là, il doit réfléchir beaucoup plus avant de se marier. Donc ça, c'est pour juger favorablement ceux qui hésitent aujourd'hui pour se marier. Mais bien évidemment, il ne faut pas hésiter, il faut avoir des idées claires, se décider soi-même qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie, quelles sont tes priorités dans la vie, et en fonction de ça, décider comment tu vas te marier. Et d'ailleurs, il y a des moyens très faciles à faire ça. Facile, chacun décide combien c'est facile pour lui ou pas. C'est à nous de décider comment on veut voir les choses faciles ou pas faciles. On raconte qu'une fois, il y avait 3 personnes qui étaient en prison. Et chacun il a réfléchi comment on va sortir de prison. Et ils avaient une discussion. Ils étaient 3 opinions. Un, il a dit il faut faire un trou en dessous de la muraille. L'autre, il a dit non, il faut passer au-dessus de la muraille. Et un troisième, il dit non, il faut faire un trou dans la muraille et sortir. Alors bon, chacun avait des réflexions. Moi, ils envoyaient un des prisonniers qui regarde un peu qu'est-ce qui se passe, comment la muraille, elle est, pour réfléchir. Et il revient et dit, les amis, catastrophe. Je ne sais vraiment pas comment on va faire pour sortir d'ici. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, le problème, il est qu'il n'y a pas de muraille. Alors comment on va faire? On ne peut pas passer par en dessous, on peut passer par au-dessus, on ne peut pas rentrer dans la muraille. Alors des fois, il y a des gens qui se font des murailles tout seuls. Alors qu'on dit facile, pas facile, donc à voir. Mais en tout cas, facile dans le sens, se faire une liste, voir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, quelles sont nos priorités. Et il n'y a personne qui est parfait, ni chez les hommes, ni chez les filles. En fonction de ça, décider, voir qu'est-ce que je veux. Et quand on va rencontrer quelqu'un, eh bien, on va voir. Est-ce que ça correspond pas. Et d'ailleurs, pour cela, c'est tout à fait normal de prendre des renseignements sur quelqu'un avant d'aller le voir. Je me rappelle avoir parlé une fois avec un jeune, mais je lui ai dit qu'ils m'ont appelé pour prendre comment cette personne allait. Alors il m'a dit, dans ces cas-là, moi aussi, je vais me renseigner. Je lui ai dit, bien sûr, renseigne-toi. C'est tout à fait normal. On ne va pas juste se marier, c'est quelque chose à vie. C'est pas comme ça que tu rencontres quelqu'un, tu vas essayer de découvrir la personne juste par tes propres moyens, face à face. Fais des recherches avant, sache avec qui tu vas aller rencontrer pour peut-être faire ta vie. À l'époque, quand on voyait le rabbi physiquement, les chassidim, les disciples du rabbi, demandaient
au rabbi, est-ce qu'ils vont rencontrer telle et telle personne. Donc, par exemple, un garçon allait demander, est-ce que je vais rencontrer telle et telle fille? Et il y avait l'accord du rabbi. Après, encore une deuxième fois, on allait chez le rabbi pour dire si on est d'accord donc de se marier ensemble, si ça correspond, les personnalités correspondent. Après donc quelques rencontres, eh bien, on décide de se marier. Quand je dis après quelques rencontres, il n'y a pas de règle dans cela. C'est en fonction donc, des sentiments, en fonction de la compréhension de la personne. Est-ce qu'ils se sentent compatibles les uns l'un et l'autre? Et si le rabbi recevait la réponse de l'un et de l'autre, après il donnait une réponse en fonction de ce qu'il fallait. D'ailleurs, c'est pas juste comme ça que le rabbi donnait une réponse. Le secrétaire du rabbi Rav Leib Groner raconte qu'une fois, il y a un jeune homme qui était d'une famille qui n'était pas de Chassidim Chabad, que les parents ont envoyé cet enfant, quelle que soit la raison, pour étudier à la Yeshiva Tomchet Mimim Lubavitch 770 Eastern Parkway, Brooklyn, New York. Donc en deux mots, à la Yeshiva, à l'école rabbinique du rabbi, dans la synagogue du rabbi. Donc, le rabbi, ce n'était pas le Rosh Yeshiva donc, qui donnait les cours, mais donc c'est la Yeshiva du rabbi. Et évidemment, avec le temps, c'est rapproché donc, du mouvement Chabad, du comportement chassidique du mouvement Chabad. Et lorsque c'est arrivé le moment de se marier, on lui a proposé une fille. Donc lui, il a demandé au rabbi, est-ce que je vais rencontrer telle et telle fille? Et le rabbi lui a donné le feu vert, l'accord pour aller rencontrer telle et telle fille. La famille qui a entendu ça, ils étaient complètement bouleversés. Comment c'est possible? Ça ne correspond pas du tout à ce qu'on cherche pour notre fils, etc., etc. C'est une grosse histoire. Lui, il est quand même parti rencontrer cette fille, vu que le rabbi a donné son feu vert. C'est bon, c'est parfait. Et une fois qu'il est parti rencontrer cette fille-là, ça correspondait bien. Lui, il a écrit au rabbi que sa famille n'est pas d'accord, etc. Lui, il a rencontré, tout convient, etc. Et le rabbi a donné son accord pour le mariage. D'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, il faut écouter toujours son père et sa mère, à part pour deux choses. Ce soit pour, si on veut aller étudier la Torah dans un certain endroit, que les parents ne sont pas d'accord, ou bien, si on veut se marier avec une certaine fille, et bien sûr que la fille elle est bonne, on ne parle pas que la fille elle est mauvaise, et ça il faut demander à d'autres personnes qui ne sont pas Nogé Abedar, qui ne sont pas concernés eux-mêmes, et ils te diront si cette fille-là vraiment elle est bonne ou pas, parce que des fois les jeunes, ils vont de manière tout à fait aveugle, cette fille-là elle est bonne, alors que la famille, les parents ont raison qu'elle n'est pas bonne. Qui n'est pas bonne quand on dit. Tout le monde est bon évidemment, mais en tous les cas ça ne correspond pas avec cette personne-là. Mais ici donc le rabbi a donné le feu vert, tu peux te marier avec elle. Oh là là. Alors là, la mère elle est venue à la yeshiva, où l'enfant il étudiait, et devant tout le monde, elle a frappé, tellement qu'elle était énervée. Et les jeunes hommes sont sortis, lorsque la dame elle est sortie, ils sont sortis avec elle, et ils lui ont dit, écoutez, vous savez, vous avez mis votre fils dans une yeshiva Chabad, et il n'y a rien d'étonnant que maintenant, votre fils, il écoute le rabbi. Si vous avez un problème, quelque chose ne convient pas, allez voir le rabbi et demandez au rabbi, pourquoi alors vous n'êtes pas d'accord, écoutez ce que le rabbi dit. Bon, c'est assez logique. Donc le secrétaire raconte qu'elle a pris un rendez-vous, une audience chez le rabbi. Et quand elle est ressortie, elle a dit c'est bon, mon fils il peut se marier avec cette fille. Alors les jeunes lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, il n'y a pas eu un tour de magie, pourquoi tout d'un coup tout va bien. Et elle dit je vais vous dire, le rabbi je lui fais confiance quand il dit quelque chose. Et je vais vous dire ce que le rabbi m'a dit. Le rabbi m'a dit, lorsqu'il y a un garçon, une fille qui me demande est-ce que je vais rencontrer telle et telle personne, je regarde dans les livres là-haut, regarde si les âmes y correspondent. Est-ce qu'ils peuvent se marier? Lorsque je vois c'est bon, je leur donne le feu vert pour la rencontre. Après, votre fils il est revenu et il m'a dit que les parents ne sont pas d'accord, mais que lui tout se convient bien. Alors je me suis dit, vu que les parents ne sont pas d'accord, peut-être que moi je me suis trompé. Le rabbi a dit, je suis reparti voir dans les livres pour voir si je ne me suis pas trompé. Peut-être que je me suis trompé. Et le rabbi dit, j'ai vu que ça correspondait. Alors je dis que c'est bon, ils peuvent se marier. Et d'ailleurs, le secrétaire, lorsqu'il racontait cette histoire, il a dit que le rabbi, en général, jamais ne faisait des découvertes comme ça, à dire qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, en général, quand quelqu'un il vient le voir, oui, le rabbi te dit oui, non, le rabbi te donne $1 et te donne une bracha. Le rabbi, ça a l'air tout à fait naturel, oui, un être humain qui te donne une bracha. Ici, pour le shalom, pour la paix, le rabbi a dévoilé ce qu'il faisait lorsqu'on venait lui demander conseil pour se marier, justement pour qu'il va y avoir du shalom et qu'il va pouvoir se marier tranquillement avec la famille. Donc, en tous les cas, à l'époque, on demandait toujours une bracha au rabbi avant d'aller rencontrer une fille. En ce qui me concerne, c'est pas toujours agréable de raconter
des histoires personnelles, en plus qu'on ne sait pas après qui est-ce qui va écouter, jusqu'à où ça va, mais vu que le rabbi dit de faire Pirsum et Nissa, de diffuser les miracles, eh bien, on diffuse, si c'est les épaules du rabbi, c'est sûr et certain qu'il n'y a que du bien qui peut en sortir de cela. J'avais 23 ans, je suis né en 1977, en Tafshin la Metret, en 5738, le 20e jour du mois de Tishri. Donc j'avais déjà 23 ans, c'était en fin 2000, début 2001, quelque chose comme ça, donc c'était à la fin du mois de Cheshvan, donc c'était encore en an 2000. Quand j'étudiais à la yeshiva du Rabbi, donc, de manière générale, j'ai fait donc le processus de yeshiva. J'ai étudié 8 ans à la yeshiva, et après je suis parti donc un an en shlichut, en mission du Rabbi dans une yeshiva, donc c'est encore un an de yeshiva. Et après un an, j'avais déjà fait encore un an, presque un peu plus qu'un an, dans la yeshiva du Rabbi à 770 Eastern Parkway. Et donc c'était le mois de Cheshvan. Et j'avais l'habitude toujours d'aller sur la tombe du Rabbi la veille de Rosh Chodesh, la veille du nouveau mois. Peut-être j'allais aussi tout le 15 du mois, mais en tous les cas, toute la veille de Rosh Chodesh, j'allais toujours. Et j'ai demandé au Rabbi, est-ce que ça arrivait le moment de se marier? Il faut comprendre aussi, vu que je suis le premier de la famille, alors les parents, surtout les mamans, ils veulent qu'un enfant va se marier, enfin. Vous savez, c'est le premier, c'est toujours le plus dur à sortir de la boîte. Hein. Quand il y a une boîte, il faut sortir le premier cornichon, c'est le plus dur. Après, il y a tous qui vont sortir. Et il faut sortir le premier. Après, les autres aussi, ils vont sortir. Donc, le premier, il faut le marier. En plus, ils vont devenir grands-parents, Bezrat Hashem, etc. Je ne sais pas encore dans leur mentalité, mais j'imagine que c'est comme ça que ça se passe. Donc, je ne cache pas que j'avais quand même une pression de ma mère, qui était en France, et moi j'étais en Amérique, qui m'appelait, qui me disait, bon, il faut faire quelque chose, on a des propositions, telle famille, mais évidemment que je connaissais personne, puisque de toute façon j'étais déjà déconnecté donc, de ce qui se passait en France. J'étais à la yeshiva, même quand on était à la yeshiva de Brunois, je n'étais pas dans les familles quoi ce qui se passait. Et en général, un bachour de yeshiva, et c'est mon cas aussi à moi, on ne connaissait pas des filles. Il n'y a pas de filles, tu connais que des garçons, tu es à la yeshiva tout le temps. Donc même après que ma mère elle me disait, bon, j'ai dit, je vais demander au Rabbi. Donc la veille de Rosh Chodesh qui se lève, j'ai demandé au Rabbi, quand j'étais sur la tombe du Rabbi, j'ai demandé est-ce que ça arrivait le moment de s'intéresser à des shidduchim, donc à des rencontres à vue de mariage. Et après être ressorti de la tombe du Rabbi, j'ai ouvert un Igrot Kodesh. Igrot Kodesh, ce sont des lettres que le Rabbi il a écrit il y a des années de cela à différentes personnes. Ici vous avez une série de Igrot Kodesh. Donc c'est des lettres que le Rabbi a écrit à des gens. Depuis donc, il n'y a pas une certaine date quand ça a commencé. Le Rabbi est devenu Rabbi en 1950, mais déjà avant, il écrivait des lettres à des gens. Et toutes les lettres qui ne sont pas personnelles, eh bien, ils sont imprimés. Il y a plein de lettres que le Rabbi il a dit de brûler, d'enlever, etc., pour pas que ça c'est très personnel. Certains qui sont gardés même dans le secrétariat. Le Rabbi toujours gardé l'original en général. Mais donc, uniquement ce qui n'est pas personnel a été imprimé dans ces lettres-là. Depuis le 3 Tammuz 1994, on ne voit pas le Rabbi physiquement, beaucoup de chassidim ont l'habitude de demander leurs questions, demander au Rabbi, écrire au Rabbi, et après donc de regarder dans le Igrot Kodesh, dans les lettres du Rabbi. Encore une fois, on a déjà mentionné ça dans un des fabrines précédents de Hanouka. Il n'y a pas de règle. Le Rabbi décide exactement comme il veut te répondre, il te répondra. Ça, c'est une des manières que les chassidim, si je peux me permettre de dire, ont décidé que le Rabbi peut aussi répondre, mais le Rabbi peut répondre quelle que soit la manière. En tous les cas, personnellement, ce que j'avais fait, c'était ça. Je suis parti voir dans l'Igrot Kodesh, j'ai ouvert un Igrot Kodesh. Et le Igrot Kodesh, dans ces lettres-là, le Rabbi parlait qu'on rentre dans le mois de Kislev. Et que le mois de Kislev, c'est un mois particulier dans lequel il y a le dévoilement de la Chassidut, dans lequel il faut étudier encore plus de Chassidut, etc., dans cet esprit-là. La raison pourquoi le mois de Kislev est particulier, déjà on a Hanouka. Hanouka, c'est avec de l'huile. L'huile, ça représente les racines, les secrets de la Torah. On a aussi Yutet Kislev, c'est le Rosh Hashanah de la Chassidut, le jour de la délivrance du premier rabbi de Chabad. On a aussi le 10e jour du mois de Kislev, donc le jour que le deuxième rabbi de Chabad est sorti de prison. On peut rajouter, le rabbi dit pas ça dans les lettres, dans tous les cas, il y a aussi le 14 Kislev, donc c'est le jour de mariage du rabbi. Donc il y a plein de dates chassidiques dans ce mois-là. C'est un mois chassidique, le mois de Kislev. Le rabbi explique dans des sikhot aussi que c'est le mois de Kislev, c'est le mois du don de la Torah, de la Chassidut. Vu que c'est Rosh Hashanah, la Chassidut, le 19e jour du mois de Kislev. Donc il y a plein de choses qui sont liées avec la Chassidut dans le mois de Kislev. Le rabbi dit donc il faut étudier encore plus de Chassidut. Comme je l'ai compris, c'est que ce mois-ci, il faut s'occuper à étudier la Chassidut. Évidemment,
j'étudie à l'époque donc le Talmud, on étudie aussi donc pour la smicha, donc pour le diplôme rabbinique, il me restait encore un tout petit peu à finir pour avoir le diplôme rabbinique. Donc évidemment, quand le rabbi d'étudier la chassidut, c'est en plus du Talmud et en plus du Shulchan Aruch, du code de la loi juive qu'on étudie, en plus de ça, étudie aussi la chassidut. Quand je dis en plus, il faut tout étudier évidemment, mais rajouter dans la chassidut, particulièrement dans le mois de Kislev. Donc pour moi, quand je l'ai compris, c'était qu'il fallait rajouter dans l'étude maintenant, c'est pas le moment de s'occuper des mariages. Bien. Un mois est passé. La veille de Rosh Chodesh Tevet, je suis reparti à nouveau voir le rabbi et j'ai écrit à nouveau, est-ce que maintenant c'est arrivé le moment de chercher une rencontre pour se marier. Bien, je suis ressorti de la tombe du rabbi, je n'ai pas ouvert des grottes Kodesh. Un jour passe, c'était pendant la fête de Hanouka, et donc, je ne sais pas si c'était le soir même, le soir d'après, je ne peux pas me rappeler exactement c'était quand, mais en tous les cas, c'était 2 jours après. On est parti avec des amis pour faire Miftsaïm. Miftsaïm, c'est aller voir d'autres juifs qui n'ont pas encore allumé les bougies de Hanouka pour partager les bougies de Hanouka. On vient avec une petite boîte de Hanouka, on leur dit, voilà, vous n'avez pas encore allumé les bougies de Hanouka, on peut les allumer. Alors, comment ça se passait en tous les cas, là où j'étais, ça peut arriver partout différemment, il y avait des bus, les bus jaunes, ceux qui connaissent, des bus jaunes donc, qui partaient de Kronheitz, pas loin de la synagogue du rabbi ou devant, et on allait par groupe, chacun qui veut, il peut rentrer dans le bus. Le bus, il va dans un endroit, il te dépose là-bas, c'est toi qui t'occupes de l'immeuble. C'est des immeubles de 24 étages avec des entrées comme ça. Souvent, ils amènent dans des endroits où il y avait des Russes, donc ils ne connaissaient pas, des Russes, il y en avait plein qui étaient juifs, qui avaient migré à New York dans différents quartiers, et tu passes là-bas, tu passes ta soirée là-bas à toquer aux portes, dire est-ce que vous avez déjà allumé les bougies de Hanouka, est-ce que vous êtes juif, are you Jewish, tu es vrai, et tu leur demandes s'ils veulent allumer les bougies de Hanouka. Bien, c'est pas le point de retour, on se retrouve à telle et telle heure, par exemple à 21h, on se retrouve là-bas à tel endroit pour repartir à Kronheitz. Nous, je suis parti avec un ami. Et lorsque c'est arrivé le moment de retour, on avait tardé. Vu qu'on avait tardé, il y avait beaucoup de muftsai, beaucoup de gens à voir, etc. Donc le bus était déjà parti. Il n'y avait pas oublié, il n'y avait pas de téléphone ou quoi que ce soit à l'époque. Donc, il n'y avait pas de téléphone portable. C'était au début du téléphone portable, en tous les cas, on n'en avait pas. Et donc, on a fait un taxi. Vous savez, quand c'est un taxi, on discute de manière plus personnelle. Maintenant, avant de dire la suite, à savoir que entre jeunes hommes de Bachurim, de Yeshiva, on ne parle pas de choses qui sont pas appropriées du tout. Les choses qui ne sont pas appropriées, tu ne vas pas parler de filles ou quoi que ce soit, c'est pas du tout dans l'esprit. On était des garçons sérieux, ne discutez pas de ça. Même parler d'un shidur, même parler d'un mariage, c'est quelque chose d'assez délicat, de tout à fait nouveau, d'étrange pour quelqu'un qui a toujours vécu avec des garçons, et comme des garçons, désolé si je vexe quelqu'un, mais comme des garçons normaux, que voir une fille parler avec une fille, c'est quelque chose donc on est timide, on n'est pas à l'aise. En tous les cas, lorsqu'on était dans le taxi, ce jeune homme m'a dit, Menachem, qu'est-ce que tu penses? Parce que peut-être ça arrivait le moment de chercher un shidur, qui était un peu plus jeune que moi, qui était un bon ami. Peut-être ça arrivait le moment de chercher un shidur pour d'aller se marier. Personnellement, comme je l'ai pris, c'était un signe du rabbi. Chacun peut interpréter comme il veut. Moi, j'en suis convaincu, c'était un signe du rabbi. On ne parle pas juste comme ça des choses, pour raison suite à ce que j'avais demandé au rabbi, et c'est arrivé le moment. C'est arrivé le moment d'aller chercher un shidur. Bien. Maintenant aussi, je ne peux pas me rappeler c'était quand exactement. J'aurais pu en vérité regarder sur un calendrier. Ça doit être sur 2 jours après. J'ai rencontré quelqu'un. Quand j'ai rencontré quelqu'un, c'était pas encore ma femme. J'ai rencontré quelqu'un. Et cette personne-là, elle m'a dit, c'était la mère d'un ami de la yeshiva, elle me dit, ah, je te cherche depuis quelques jours. Je savais que cette personne-là, c'était une chatranite. J'ai compris pourquoi elle me cherchait. Je dis, bon, on va s'appeler le soir, je l'appelle. Elle m'a dit, je te présente, voilà. On m'a demandé, il y a quelqu'un, donc une famille qui s'appelle Hert à Chicago. Et ils ont une fille qui s'appelle Bracha Hert. Et ils ont proposé un shidur, ils ont demandé, est-ce que tu serais intéressé? Alors juste en parenthèse, en général, c'est plutôt les parents qui s'occupent de ça. C'est pas que mes parents m'ont laissé dans la rue. J'étais peut-être un peu indépendant. Aujourd'hui aussi, je ne sais pas. En tous les cas, c'est un peu indépendant. Et donc,
j'ai fait les choses, j'ai pris les choses en main. Et on m'a proposé cette fille-là, une famille que je ne connaissais pas. Donc, j'ai appelé quelqu'un que par providence divine, je connaissais à Chicago. Et d'ailleurs que ma fille donc, avait étudié aussi dans l'école où cette personne-là enseignait. J'ai pu prendre des renseignements sur elle. Je suis très bon d'ailleurs, un très bon rapport. Je pouvais lui faire confiance à cette personne-là parce que je connaissais aussi. C'est important quand on prend des conseils de quelqu'un, de savoir est-ce que cette personne elle est de ton côté ou bien elle est de l'autre côté. Cette personne-là, je la connaissais aussi. En plus de ça, il m'a donné donc le numéro d'une amie à elle qui était déjà mariée et d'un garçon qui était mon ami avec qui elle s'était mariée, donc cette fille. Donc je pouvais parler à ce garçon-là à travers lui demander des renseignements sur cette fille-là. J'ai eu un bon retour. Évidemment, chacun a sa qualité, a ses défauts. Comme on l'a dit tout à l'heure, le rabbi souligne toujours que personne n'est parfait, aussi bien chez les garçons, chez les filles. Donc on m'a dit, j'ai su la vérité, tous les qualités qu'elle avait, qui étaient beaucoup plus grandes que ce qu'on peut appeler des défauts, mais qu'en vérité, c'est des défauts dans certains domaines et c'est des grandes qualités dans un autre domaine. Et donc, j'ai vu que c'était quelque chose de très intéressant grâce à Dieu. Et donc, j'ai demandé de rencontrer au plus tôt, si je ne me trompe pas, c'était un jeudi, donc j'ai demandé de rencontrer le plus tôt. Et par providence divine, vu que son anniversaire c'est le 6 Tevet, cette année-là, le 6 Tevet, si je ne me trompe pas, presque sûr, le 5 Tevet c'était Shabbat, et le 6 Tevet c'était le dimanche. Donc on peut regarder, en Tafshin Samech Aleph, en 5761, le 5 Tevet c'était un Shabbat, et le 6 Tevet, le jour de son anniversaire, c'était dimanche. Elle était venue donc pour venir chez le rabbi pour le jour de son anniversaire. Peut-être elle voulait demander aussi une bracha pour trouver un shidour. Eh bien, juste après le lundi, donc juste après le 7 Tevet, on s'est rencontrés. On n'a pas pu se rencontrer souvent parce que pour différentes raisons, mais en tous les cas, on s'est rencontrés, je pense, 5 ou 6 fois. Je pense que les détails peut-être sont pas importants dans la suite. En tous les cas, le 7e jour du mois de Shvat, j'ai fini donc mon diplôme rabbinique. Restait Ilchot Shabbat, le loi de Shabbat. Et le 8e jour du mois de Shvat, Baruch Hashem, on a fait ce qu'on appelle le rabbi appelait ça un lechaim. Lechaim, c'est qu'on dit lechaim, c'est pas, peut-être en français on va appeler ça un engagement, que l'un s'engage pour l'autre, qu'ils vont se marier. Et on s'est marié le 2e jour du mois de Nissan. Je vais vous dire, grâce à Dieu, que je n'ai pas regretté dans la suite, grâce à Dieu, c'est un très bon mariage. Le Orechiam Mishanim Torot, et bon, Baruch Hashem, on n'a pas peur du Ainara dans ces choses-là. Le rabbi dit de raconter ces miracles-là. Donc on raconte, il n'y a que du bien encore une fois qui peut en sortir de ces choses-là. Et à Bezrat Hashem pour vous aussi, ceux qui ont besoin, un bon mazal, et ceux qui sont déjà mariés, qui ont toujours du shalom bayit à la maison, c'est quelque chose d'extraordinaire, très important. Mais ce que je voulais souligner par là, c'est que en allant chez le rabbi, en demandant au rabbi, eh bien, par cela, on a, Baruch Hashem, j'ai eu les bonnes instructions d'attendre encore un mois, et c'est arrivé pile à ce moment-là, c'est sûrement à ce moment-là qu'il fallait arriver, peut-être parce qu'elle était là, peut-être qu'il y a eu cette proposition n'était pas là avant quelle que soit la raison, mais en tous les cas, le rabbi attend d'attendre. Et Baruch Hashem, j'ai attendu, et Baruch Hashem reçu ce qu'il avait besoin pour moi. Chacun il a besoin, donc son mazal, comme on dit en français, son mazal, et bien que chacun il a son mazal comme il en a besoin. En tous les cas, quand on écoute ce que le rabbi nous demande, eh bien à ce moment-là, toutes les choses sont bien sûr, évidemment. À dire aussi que le 8 Shvat, le matin, avant de faire le Chaim le soir, si je ne me trompe pas, le 8 Shvat, c'était un jeudi cette année-là. Le Yud Shvat, c'était Shabbat. Yud Shvat, c'est un grand jour chez les Chabad. C'est le jour de Hiloula qui a quitté le monde, le rabbi précédent, en 1950. Donc c'était le 8e jour du mois de Shvat. Le matin, on est parti au Ohel, à la tombe du rabbi, pour annoncer au rabbi qu'on va se fiancer. Je ne sais pas si le mot fiancé n'est pas exact, parce que c'est le fiançailles aujourd'hui, c'est seulement sous la choupa. C'est pas un fiançailles aujourd'hui. C'est juste, comme on l'a dit, un lechaim, un engagement. Alors, pour lier ça avec la fête de Hanouka, c'est qu'on s'est engagé, on s'est donné entièrement à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, on a fait un Messirut Nefesh, un don de soi, un don qui était tout à fait irrationnel. Il s'agissait d'une petite poignée de juifs contre des gens, les puissances mondiales qui étaient contre eux, et quand même ils sont partis, ils ont fait la guerre parce qu'ils savaient qu'ils faisaient ça au nom de Dieu, et c'est sûr et certain qu'ils allaient réussir. Et en effet, ils ont réussi. L'idée c'est quoi? C'est qu'ils sont partis, ce qu'on appelle dans la Chassidut, le mal amitam vadat, au-delà du raisonnement. Et lorsqu'on va au-delà du raisonnement, eh bien à ce moment-là, on est attaché à Dieu. Tant que tu vas avec ton raisonnement, c'est l'être humain, tu peux avoir une raison, mais tu n'as pas au-delà de la raison. Quand tu es au-delà de la raison, eh bien la raison tu l'as aussi. Au-delà de la raison, tu es attaché avec Dieu. Quand tu es attaché avec Dieu, tu as tout ça, c'est Hanouka. Et dans un mariage aussi. Dans le mariage, il faut aussi avoir cette notion. On dit qu'on fait une alliance au moment du mariage. C'est quoi une alliance? Chassidut explique, l'alliance, c'est pas juste
quelque chose de rationnel. Ok, je t'aime parce que tu as telle qualité, je t'aime parce que tu as telle qualité, je suis avec toi parce que j'ai un retour de ci et de ça. Une alliance, c'est que même si maintenant je ne veux plus retrouver de qualité dans toi, maintenant je m'attache à toi définitivement. Ça, c'est une alliance. Alors, dans un mariage aussi, il faut avoir cette notion. C'est vrai, il y a besoin de quelque chose, il y a besoin d'un intérêt. S'il n'y avait pas d'intérêt, Dieu l'a fait qu'il y a un intérêt. Parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, les êtres humains ne se seront pas mariés. Mais en plus des intérêts, en plus de la raison, il faut aussi avoir du au-delà de la raison. Et même si on ne peut pas vivre constamment au-delà de la raison, dans un mariage, surtout on ne peut pas vivre constamment au-delà de la raison, mais de temps en temps, dans la vie, oublie la raison. Oui, ok, tu as raison, elle a raison, il a raison. Ok, on va aller au-delà de ça, on va mettre ça de côté, on va aller au-delà de la raison. Quand on va au-delà de la raison, le mariage, il va souvent beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours aller au-delà de la raison, mais en tous les cas, savoir mettre les deux ensemble, au-delà de la raison avec la raison. Conclure, encore une fois, avec un sujet de Mashiach, qu'on sait que lors du don de la Torah en 2448, le Midrash nous dit, c'était le moment de fiançailles de Dieu avec le peuple juif. Mais lorsque Mashiach va venir, eh bien à ce moment-là, ce sera le mariage du juif avec Akadosh Baruch Hu, que Dieu fasse, que ça soit très prochainement, lors de la venue de Mashiach, le mariage du juif avec Akadosh Baruch Hu, et tous ceux qui ont besoin d'un mazal, encore plus de Shalom Bayit, que Dieu vous le donne avec grande largesse, avec le au-delà de la raison, avec une excellente santé, avec une bonne parnassa, bien gagner sa vie, avec beaucoup de satisfaction des enfants, s'il faut des petits-enfants, avec l'aide de Dieu, et une bonne santé pour tout le monde. Le Chaim, un joyeux Chanukah, Mashiach now!